Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur les antennes de CRTV Sport and Entertainment. C'est Post-Game, votre programme de tous les jours qui revient sur l'actualité de la compétition qui se dispute en ce moment. On parle de la Coupe d'Afrique des Nations féminines disputée du côté du Maroc. Eh bien, hier, on a eu l'occasion de voir sur les antennes de CRTV Sport and Entertainment la Côte d'Ivoire qui a battu le Burkina Faso sur le score sans appel de 4-1. Il est important de dire dans cette rencontre, la gardienne du Burkina Faso a pris un carton rouge. 4-1, la Côte d'Ivoire qui fait une entame réussie 12 ans après son absence dans cette compétition. Pour décrypter cette rencontre, nos invités répondent tous présents, à l'exception d'un qui va nous retrouver dans quelques instants. Honneur aux dames, parce qu'on parle justement de la CAN féminine. Giovanni Hassen est avec nous. Giovanni, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous avoir ce matin. Comment vous allez ? Je vais très bien. C'est toujours un plaisir pour moi de me présenter ici, entouré de mes papas pour le même exercice. Je rappelle aux millions de téléspectateurs de CRTV Sport and Entertainment que vous êtes manager général de TP2, c'est tout puissant Auban. TPO, oui. Tout puissant Auban, justement un club des D2 en ce moment. On aura l'occasion de revenir sur cette rencontre en face de vous. Le coach Kizito Elundo est avec nous. Coach, bonsoir. Bonjour. Bon, il faut noter que c'était le club des couche-tard. Maintenant, c'est la team des lève-tôt. Oui, c'est pas mauvais, hein, parce que pendant que nous sommes ici, on fait l'émission le matin. Ouais. Il y a quelque part qu'on nous suit le soir. Donc, c'est pas faux de dire également bonsoir. Donc, c'est mélangé comme ça. Bonjour à tous ceux qui nous font honneur. Voilà, on a renoué encore avec l'excellence. C'est comme ça que moi, je qualifie ça. Parce qu'à CRTV Sport Entertainment, c'est quand même c'est du XXL. Quand on a Merlin, Kamla aux manettes, c'est quand même assez sérieux. Bien de choses à ceux qui nous font honneur et nous sommes fiers d'être là pour décrypter pendant cette CAN féminine qui nous fait beaucoup honneur en Afrique. En tout cas, je suis très heureux de vous avoir sur le plateau. Bertrand, dont on avait déjà parlé il y a un instant. Bon, retrouvons-le finalement. Bertrand, bonjour. Oui, bonjour Merlin, bonjour à tous nos nombreux téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. Et juste que je ne peux pas débuter les analyses des matchs de cette compétition. Sans penser à une population très particulière quelque part dans la République. Non, c'est une note un peu triste, sans rendre hommage à un ami, un frère, hein, le président de Amazon FAP, qui a perdu son épouse la semaine passée. Sincères condoléances. Oui, donc le capitaine Salomon Sedako, que je dédie toute cette CAN parce que c'est un monsieur qui travaille dans le football féminin pendant près de 15 ans. Il a mené, il a aidé, il a accompagné beaucoup de choses. Donc, la très célèbre Eto'o, qui va, je pense qu'elle sera titulaire demain. Donc, je ne saurais véritablement pas débuter sans lui présenter nos sincères condoléances à ce féru du football féminin, à cet homme qui est engagé. Je sais comment il est engagé pour le football féminin depuis plus de 15 ans. Donc, mes sincères condoléances au président d'Amazon FAP, Salomon Sedako. C'est compris, c'est 5 condoléances justement de l'équipe. Je rappelle justement que Passito Etundi va nous retrouver au cours de cette émission. Chers messieurs, allons balle au pied, commençons justement cette émission. On va prendre la première rubrique de cette édition. Ce sont les temps forts. Bienvenue au deuxième match de ce groupe B opposant la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Cette équipe de la Côte d'Ivoire qui n'a pas disputé cette CAN depuis plus de 14 ans. Pour revenir, le match a commencé. Pris les choses en main
une faute de main et premier penalty. L'équipe de la Côte d'Ivoire marquée par la joueuse numéro 10, Hello. Après seulement 7 minutes de jeu. Cet avantage a été doublé par un Ivoirien. Un ballon qui a trempé la gardienne de cette équipe du Burkina Faso et un tir enroulé. Il n'a laissé aucune chance à la gardienne du Burkina Faso et un troisième. Il a fait score final de cette première mi-temps. 3 buts à 0 pour la Côte d'Ivoire. 3 buts à 0. Et le démarrage de la deuxième mi-temps. L'équipe du Burkina Faso a voulu réduire le score, mais sur cette action expulsion de la gardienne Burkina Faso. Pour cette équipe du Burkina Faso, ce qui a laissé l'équipe terminer à 17 sur le quatrième but pour l'équipe de la Côte d'Ivoire, ce qui a rendu la tâche difficile pour l'équipe du Burkina Faso a retenu un score. On va encore une fois sur Pau. Et sur cette action-là, le Burkina Faso en réduisant le score à 4 buts à 1. Score final de cette rencontre, 4 buts à 1 pour la Côte d'Ivoire. Bienvenue une fois de plus si vous nous prenez la naissance sur les antennes de CRTV Sport en Entertainment. Vous venez de vivre les moments forts de cette rencontre qui a été diffusée sur les antennes de CRTV Sport en Entertainment. 100 buts inscrits dans ces rencontres qui opposaient, on nous rappelle, les éléphants de Côte d'Ivoire, éléphantes de Côte d'Ivoire face au Burkina Faso. On rappelle justement 4 buts à 1. Giovanni, je commence peut-être directement avec vous. 5 buts inscrits dans une rencontre. Il savait que chez les dames, c'est plus facile. Non, on va pas dire que c'est plus facile, mais disons que la Côte d'Ivoire s'est montrée beaucoup plus réaliste que son adversaire. Donc, elles ont profité pour augmenter leur goal average qui leur sera particulièrement favorable. Coach Kizito, 3 buts en 22 minutes. Ça fait beaucoup, non? Oui, ça fait beaucoup comme ça fait peu. Mais je dois vous dire que la grande compétition est toujours caractérisée par l'intensité. Et vous allez voir que les niveaux des équipes dans cette compétition vont davantage se distinguer parce que vous avez dans les catégories des joueuses qui composent des équipes là, il y a la première catégorie c'est les joueuses qui jouent dans les championnats amateurs. La deuxième catégorie, c'est celles qui sont dans le national, qu'on appelle généralement l'élite. Et la troisième, c'est celle qui joue dans les championnats professionnels. Et dans chaque catégorie, vous avez des écarts qui s'installent. Il y a des amateurs, c'est 2 à 3 séances par semaine. Et vous comprenez bien que quand on a 2 à 3 séances par semaine, on peut pas avoir la même hargne que ceux qui s'entraînent 4 à 5 fois par semaine. C'est de l'élite, ou encore les professionnels qui sont de 5 à 6 séances. Et il faut retenir que chaque séance d'entraînement varie entre 60 et 90 minutes. C'est ça généralement qui vient faire la différence au niveau de la compétition où certains sont largement au-dessus des autres. C'est un peu ce qu'on peut constater lorsqu'une équipe arrive à marquer 3 buts en 22 minutes. C'est pas surprenant, mais il faut quand même faire remarquer que le Burkina aurait pu ouvrir le score. Parce que la Côte d'Ivoire a démarré de manière timide. C'est dans les analyses qu'on va bien développer. On aura certainement l'occasion de bien remarquer ce qui se passe, Bertrandon. Il faut dire, dans cette rencontre, je me demande si ce sont des erreurs qu'on pardonne au haut niveau. La gardienne du Burkina Faso qui, hors de sa surface de réparation, on sait qu'elle doit faire attention. Malheureusement, elle occupe d'un carton rouge dans cette rencontre. Oui, un match quand même assez, je dirais, dominé par l'équipe de Côte d'Ivoire.
Et ce que je voudrais surtout dire, c'est que je ne saurais commencer aussi l'émission sans toutefois d'abord retracer quelques grandes lignes pour dire que le football féminin débute en Afrique en 1991 déjà. Et là, on a joué 2 éditions pour la préparation, pour la qualification pour la Coupe du Monde déjà de 91 et de 95. Et de 98 à 2014, c'était le championnat féminin des nations qui était qu'on jouait. Et depuis 2016, c'est la Coupe d'Afrique féminine. Tout ça, c'était sur l'égide du plus grand d'entre nous, à savoir Feu Issa Yatou, hein. C'était lui qui a institué tout ça. Et de 2016 au début de 2020, donc ça fait déjà quand même la 5e édition de cette que nous avons cette CAN féminine. Donc parfois, quand je vais souvent faire certains chiffres, c'est à partir de ça. Donc pour dire que cette Côte d'Ivoire qui revient quand même 14 ans après, qui a changé d'entraîneur, qui a pris un entraîneur un peu plus expérimenté, qui a des joueuses de calibre, a montré ce que c'est que le football féminin. C'est qu'il faut jouer avec des individualités qui peuvent te transcender un match, qui peuvent aller chercher un résultat. Et parlant justement de résultats, peut-être entrer dans l'analyse de cette rencontre et parler justement du 11 entrant. On va parler de l'analyse du match, c'est tout de suite. Et commencer certainement par le 11 entrant de la Côte d'Ivoire. On est parti justement sur un 4-3-3. Vous pouvez justement observer Diakité qui jouait dans les goals de cette équipe de la Côte d'Ivoire. En défense, Fofana Seri, Gueye et bien sûr Conan Inès qui a été femme de match dans cette rencontre. Et bien sûr, nous avons Kwasi Elo et bien sûr Yopo qui était au milieu de terrain. Et puis, dans l'attaque, c'était Amani Diakité, Odrego. Voilà, certainement l'équipe type qui a débuté hier cette rencontre et qui déjà à la 22e minute menait 3-0 face à l'équipe du Burkina Faso. Commençons, coach Kizito, sur l'équipe de Côte d'Ivoire. 4-3-3. C'est un dispositif 4-3-3 que généralement ils savent bien animer. On connaît cette équipe même pendant les éliminatoires. Et il faut dire que c'est une philosophie qui part de la direction technique nationale, la Côte d'Ivoire, qui implémente. D'ailleurs, même à partir des centres, vous allez remarquer que même l'équipe nationale senior masculine est dans le même modèle. Mais la différence ici, c'est au niveau de l'animation. Et c'est pour ça que l'entraîneur en charge aujourd'hui de cette équipe, vous voyez bien qu'entre l'équipe qui a joué les phases éliminatoires et celle qui rentre dans cette compétition, dans le jeu, il y a une grosse différence. C'est une équipe qui a des transitions en vitesse et c'est comme ça qu'ils ont, en fait, ces joueurs ont pris de coup leurs adversaires dans ce match-là. Ils savent bien le faire dans le dispositif qui est le leur, mais il faut quand même faire remarquer, Merlin, que cette équipe, non seulement elle a pris de buts en supériorité numérique, menait 4-0, mais ils ont quand même concédé un but alors que l'adversaire était en infériorité numérique. Ça veut dire que c'est une équipe qui reste vulnérable vers les fins de match et il faudra faire attention. C'est un avertissement à l'encadrement technique de cette Côte d'Ivoire de savoir que lorsqu'on est supérieur, on a la supériorité dans un match, il faut aller à fond et puis terminer en puissance parce que ça ne fait que commencer. Et les grandes nations montent en puissance au fur et à mesure que la compétition avance. Au fur et à mesure que la compétition, Giovanni, la position aujourd'hui d'une joueuse ne détermine pas finalement si elle peut être une bonne marqueuse ou pas. On s'imagine certainement que peut-être c'était Amani Diakité ou Odrego qui joue en avant, qui devait marquer. Mais voilà justement Inès Conan, défenseur, bien le bloc bas, mais qui réussit justement à marquer des buts. Finalement, la position sur le terrain ne définit pas qui marque. Non, et il faut le dire, la position qu'on a sur le terrain dépend de l'instant actuel. Ça veut dire, si je suis défenseur central et que je me retrouve lors d'un corner ou une phase de jeu en attaque, en ce moment-là, je revêtis la qualité
de l'attaquante. Donc, c'est selon la position, c'est pas le défenseur central qui va marquer. Oui, tu es défenseur central par ton profil, mais la situation de jeu t'incorpore une autre fonction. Donc, le but, c'est pas forcément pour l'attaquant. C'est vrai que d'entrée de jeu, lorsqu'on demande qui va marquer, on indexe directement les attaquantes, mais cela n'exclut pas que même la gardienne de but, à un certain moment, puisse inscrire un but. On a vu des gardiens de but lors des phases de jeu marquer des buts. Tout à fait. Et lorsqu'on regarde justement cette composition même de l'équipe, même le Dorsa aujourd'hui montre que, écoutez, avant, quand tu avais le 5 de Raymond Kalakongo, il faut tu étais dans la charnière défensive. Mais là, il faut préciser une chose à la suite de Giovanni, que c'est pas parce qu'on est dans le football féminin que les principes changent. Les facteurs de performance restent les mêmes. C'est-à-dire que aujourd'hui, on parlera, dans les années à venir, la science a démontré que on parlera plus d'attaquants, de défenseurs. C'est dans des situations comme elle le soulignait. C'est en phase offensive, tout le monde est attaquant. Parce que même les défenseurs amorcent des attaques. Vous ne pouvez pas directement retrouver le ballon à l'attaque sans que ça ne parte de la défense. Et lorsqu'on a perdu le ballon, il y a la reconversion tout de suite. Les attaquants deviennent des défenseurs. Ouais. Et donc, c'est cette reconversion-là. Elle joue le rôle du défenseur en ce moment, mais pourtant à la première ligne. Ouais. C'est pour dire qu'en réalité, surtout dans les stratégies, les balles arrêtées, c'est une zone mixte. Et dans la zone mixte, tout le monde, l'équipe qui a le corner en ce moment, n'a que les attaquants. Et l'équipe qui a le corner contre n'a que les défenseurs. Parce que même les attaquants de l'équipe adverse qui défendent reviennent dans la zone mixte pour défendre parce qu'ils doivent écarter le danger. Et dans la situation, régulièrement, lorsqu'il y a corner, on appelle plus les joueuses à vocation défensive pour aller jouer parce qu'elles jouent mieux de la tête que certaines avancantes. Donc ce n'est que normal. Et on le disait à chaque fois en phase offensive de l'adversaire, les attaquants deviennent les premiers défenseurs. Et puis nous avons Bertrand Don, peut-être aller directement avec l'équipe du Burkina Faso d'abord et parler justement de ce 11 entrants de cette équipe du Burkina Faso. Eh bien, il est important de le dire, Ouedraogo, malheureusement, qui a pris et copé d'un carton rouge dans cette rencontre, était au départ charnière défensive, vous l'avez vu, Traoré, Rwamba, Zida et bien sûr Sam. Au milieu de terrain, Waba, Belem et bien sûr Cabré, bien sûr. Et il faut noter, l'attaque, c'était Sawadougou, Congo et bien sûr Guira. Voilà ceux qui ont porté cette équipe du Burkina Faso. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour subir un naufrage. Bertrand Don, on le disait, pratiquement 3 buts inscrits après 22 minutes pour cette équipe du Burkina Faso. Oui, il faut d'abord noter, avant de parler du Burkina Faso, de la prévia de ce match, là où nous avons une équipe de Côte d'Ivoire qui est 72e FIFA, 7e CAF, et une équipe du Burkina Faso qui est 118e FIFA et 12e CAF, avec déjà une moyenne d'âge de 24 ans, 5 mois pour les Ivoiriennes et de 22 ans, 3 mois pour les Burkinabés. On comprend quand même que les Burkinabés sont assez jeunes, il faut déjà le voir. Et surtout, quand nous regardons encore de fond en comble, ce qui est un peu paradoxal, c'est que dans les qualifications, le Burkina Faso s'est qualifié sur le terrain pendant que la Côte d'Ivoire a eu cette gratitude-là. Comme le Cameroun d'avoir une qualification par son ranking FIFA. Donc voilà. Et ce match s'est présenté et surtout, il faut le noter que l'équipe du Burkina Faso qui revient dans cette compétition, c'est une équipe assez jeune, comme je vous ai déjà dit, avec cette moyenne d'âge-là, avec un entraîneur qui vient quand même aussi pour la première fois avec son équipe pour essayer d'aller bousculer déjà ces cadres-là. Vous savez, c'est un groupe extrêmement compliqué, là où malgré que on va quand même parler après de cette surprise-là de la Tanzanie sur l'Afrique du Sud. Mais alors, on avait quand même déjà distribué les cartes. Je voudrais dire de manière
dans les statistiques en disant quand même que peut-être dans cette poule, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud vont sortir de ce groupe. Donc le Burkina Faso est un outsider qui vient et il faut le noter, c'est une équipe qui a beaucoup pêché en première mi-temps. Pourquoi? Parce que prendre quand même des buts comme ça, même parce que vous allez me dire, et surtout ce penalty converti par Rebecca Ello, déjà qui était un penalty, on sentait quand même qu'il y a beaucoup d'enfantillage parce que la défenseuse qui écarte... Bertrand, enfantillage, on joue l'élite là. Oui, je vais revenir dans ça. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire aligne presque une équipe qui a 8 professionnels sur 3 joueuses qui jouent au terroir. Or, le Burkina Faso a moins de 2 joueuses ou 3 qui jouent hors du terroir. Donc, on essaie un peu de comprendre... à l'image du Cameroun, le foot féminin est professionnel, donc ceux qui jouent au terroir, c'est aussi le foot professionnel. Non. C'est pas le même niveau. C'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que dans le monde, il n'y a pas plus de 10 ligues féminines professionnelles. Il n'y a pas plus. Donc, en Afrique, on peut aller jouer à l'étranger, mais ça ne veut pas dire que c'est une ligue professionnelle. Je voudrais qu'on essaie un peu de comprendre à partir de là. Donc au Kazakhstan. Oui, au Kazakhstan, c'est une ligue amateur encore, mais qui est en pleine mutation, qui est en train de progresser. Jouer la Champions League ne veut pas directement dire qu'on est professionnel. Bref, on joue à l'étranger, voilà. Donc, cette équipe du Burkina Faso, on a vu, elle a beaucoup souffert en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, avec les réajustements, comme le disait déjà Kizito, on a vu quand même comment elle a essayé de tenir, et surtout que jouer 10 contre 11 pour des femmes, c'est un peu compliqué, et c'est pour cela que le coach burkinabé, je pense quand même que, bien que venant en outsider dans ce groupe, aura quand même des choses à essayer de revoir dans son équipe qui n'est pas totalement mauvaise. Donc, c'est à lui d'aller chercher déjà les 2 matchs qui suivent. Mais sinon, son 4-1-2-3 n'a pas trop fonctionné en première mi-temps. J'espère que pour la prochaine fois, il va essayer de se raviser. On parle certainement d'une équipe ivoirienne qui a été absente depuis plus d'une décennie. On le disait, attendu justement dans cette compétition en termes réussis. Et il faut le dire justement, tout a commencé avec, on part sur une balle arrêtée. C'est un corner, malheureusement. La main de Traoré du Burkina Faso va permettre justement à Ello de mettre ce premier but. Et là, qu'on observe, merci à la réalisation pour cette image. On partait sur une balle arrêtée et cette main. Finalement, l'arbitre va signaler un penalty comme on le voit sur le petit écran. Et ce sera un penalty. Mais c'est vrai que à l'image des hommes, Giovanni, les femmes aussi, elles ne sont pas d'accord. On voit clairement la main, mais le Burkina Faso dit non, il n'y a pas une main, comme s'il n'y a pas de VAR aujourd'hui. C'est facile aujourd'hui de confirmer une action. Mais ça, c'est avoir l'esprit de compétition. Le bon joueur n'est pas forcément honnête, on n'est pas en justice. Je vais pas quand même décrier que j'ai manié pour une faute directement qui va me coûter la vie chère lors d'une rencontre. Mais ce que je voudrais dire, c'est que à observer l'équipe burkinabé, elle a 3 problèmes. Okay. Déjà, il y a une instabilité défensive. Okay. Le deuxième problème, c'est le manque de maturité de l'équipe tout entière. Comment on juge le manque de maturité d'une équipe comme celle-là? Déjà, en prenant des points comme ce que il a cité tout à l'heure, l'effectif, quelles sont celles qui jouent au niveau professionnel et celles qui jouent au niveau amateur. Ça, c'est déjà, lorsqu'on est professionnel et qu'on a un effectif qui manque de professionnels, on a une façon de jouer différente de l'équipe qui a plus de joueuses professionnelles. Okay. Et c'est ce que nous avons remarqué entre la Côte d'Ivoire qui est en face, qui a des joueuses qui jouent à Washington, au Racing, face à une équipe burkinabé qui est majoritairement constituée des joueuses qui évoluent dans le championnat local. Et le dernier problème de cette équipe, c'est que leur jeu est basé uniquement sur les cadres.
elles comptent sur les cadres. Donc, elles n'ont pas encore cette maturité-là d'affiner certaines armes sur le collectif. Et nous avons vu une équipe burkinabé qui semblait jouer en ayant un respect total pour la Côte d'Ivoire. Et pourtant, que j'aurais été du Burkina, je serais venu jouer parce que malgré le CV lourd que certaines joueuses ivoiriennes ont, on marque quand même 12 ans d'absence. Et il faut le dire, la Côte d'Ivoire a aussi peiné à se qualifier comme le Cameroun. C'est une équipe qui revient de loin. Donc, par soupçon d'orgueil, j'aurais voulu voir une autre mentalité des étalons d'Afrique. Et ça nous pousse justement à vous poser cette question, je reste sur vous. Est-ce que finalement vous comprenez une Côte d'Ivoire qui sur le terrain a eu du mal à se qualifier, mais lorsqu'on voit le visage de cette Côte d'Ivoire face à Burkina Faso, on a envie de dire, ils sont largement au-dessus. Oui, je comprends, c'est normal, tout va de leur préparation. La préparation de la Côte d'Ivoire a été mûrement affûtée. On a eu plusieurs regroupements, on a eu un plan spécial pour la préparation de cette compétition. Un long stage d'acclimatation au Maroc, parce qu'ils sont vraiment, elles sont depuis. Oui, bien sûr. Leur manque de qualification directe a tiré la sonnette d'alarme sur la performance et le besoin de cohésion de l'équipe, parce que lors des matchs de qualification, c'est pas ce visage de la Côte d'Ivoire qu'on voyait. On voyait un visage tout autre. Pourquoi? Parce que les joueurs se sont regroupés à quelques jours des matchs pour faire des prestations pas maximales, dues au temps de repos qui n'était pas conséquent, au manque de cohésion. Mais avec le temps que les sélectionneurs ont eu, on a vu qu'ils ont bien moulé et que le collectif ivoirien jusque-là réagit normalement. Et on espère que c'est pas parce que le Burkina n'a pas relevé un niveau assez élevé que cette performance est tombée. Donc, on espère bien que c'est une Côte d'Ivoire qui a profité de son temps d'acclimatation et de sa bonne préparation. Coach Kizito, ce sont des avis que vous partagez? Bien sûr, c'est les analyses des situations de match. Je voudrais déjà dire que la préoccupation qui est la vôtre concernant comment on détecte la maturité dans une compétition. J'ai failli dire que la solution se trouve dans ce que nous appelons le lento technico-tactique. C'est-à-dire, ce n'est perçu que celle avec les yeux de ceux qui ont pleuré. C'est-à-dire, quand vous êtes averti. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que, en réalité, quand vous avez des joueuses qui ont traversé des situations, qui ont joué à un certain niveau, comme le disait Giovanni, qui viennent maintenant jouer dans une compétition, contrairement à celles qui n'ont pas encore vu des situations. C'est vrai que là-bas, on joue avec les stades un peu vides. On va pas dire que l'ambiance est saisissante. Les gradins sont vraiment vides. Mais au-delà de tout, on parle de la Côte d'Ivoire. Et qui a quand même une petite histoire par rapport au football féminin, contrairement aux étalons. Et ajouter à ça que les étalons sont venus jouer, à mon avis, ils sont pas venus jouer avec leurs moyens. Elles ont été un peu prétentieuses, ça c'est mon avis. Parce que venir chercher la Côte d'Ivoire, venir faire le pressing haut, je trouvais quand même assez curieux. Comment vous pouvez venir, une équipe qui compte dans ses rangs plus de 5 professionnels et qui sont dans le stade, et vous venez les chercher haut. Et avec cette fébrilité défensive, vous ne pouvez pas être dans une zone mixte. On a vu le corner. Et la défenseuse, elle ne met pas le premier principe, c'est de mettre d'abord ses mains dans le dos. À telle enseigne que c'est encore mieux que le ballon vous prenne quand vous avez la main dans le dos, mais même si vous faites gonfler un peu le corps avec la main, à ce moment, on peut contester. Mais là, c'est flagrant, surtout que c'est une action enrayée. Il y a une joueuse ivoirienne qui est juste, si ça traverse la main, elle va jouer ce ballon. Coach Kizito, j'aimerais vous relancer justement sur le jeu physique. J'ai eu l'impression hier que ça jouait, côté physique, c'était assez fort pour des dames, mais davantage, on a eu l'impression que l'équipe du Burkina Faso, elle était très fébrile. Elle est fébrile parce que dans la préparation, déjà durant les championnats,
elles jouent dans quel championnat? Elles ont combien de séances d'entraînement par semaine? Elles ont joué combien de matchs avant la compétition? Contrairement aux Ivoiriennes qui sortent quand même il y a des professionnels là qui sortent des championnats un peu relevés en ce qui concerne le football féminin. Du coup, elles seront dans une intensité que les autres ne pourront pas supporter. Donc, le physique, à ce niveau-là, vous ne pouvez pas fabriquer quoi que ce soit. Ça va vous rattraper parce que vous n'êtes pas aguerri. C'est pour ça que vous voyez pendant la préparation, des équipes mettent l'accent. Comme disait Bertrand, là, on aura l'occasion de parler de la Tanzanie. Vous avez une équipe qui est venue jouer avec ses moyens, qui savait bien que j'ai en face de moi une équipe supérieure et je préfère les attendre. Je préfère attendre et jouer sur compte. Ne pas vite encaisser parce que plus vous gardez vos buts vierges, mieux vous organisez et ça vous motive au niveau du mental à aller plus de l'avant. Donc le Burkina n'a pas, à mon avis, respecté ces principes-là. Elles sont venues ouvrir le jeu. Et après avoir pris 3 buts, donc le bateau avait déjà pris de l'eau et c'était difficile de revenir au score. Mais le plus important, c'est quand même qu'elles ont fini la deuxième mi-temps dans l'espoir. Marquer un but en infériorité numérique, ça démontre qu'il y a encore des choses, des arguments à faire valoir. Et que même côté mindset, vraiment, on reste toujours combatif. Alors, la réalisation telle que nous propose, on va parler des statistiques de ces rencontres. Avant de revenir sur les 5 buts qui ont été inscrits dans cette rencontre, on pourra analyser justement chacun des 5 buts inscrits dans cette rencontre. Bertrand Dom, on parle, malgré tout ce qu'on dit de la Côte d'Ivoire qui était grandement au-dessus de cette équipe, la côté possession de balle, c'est quand même léger, hein, 54% contre 46%. On a 6 buts cadrés, tirs cadrés sur 12 pour cette équipe de Côte d'Ivoire, contre 3 pour 8 sur 8 pour cette équipe de Burkina Faso. Bon, lorsqu'on voit au moins 5 corners Côte d'Ivoire et seulement 2 pour cette équipe du Burkina Faso, on comprend justement que le volet offensif de la Côte d'Ivoire était grandement au-dessus. Et bien sûr, carton rouge, le Burkina Faso qui s'en tire avec un carton rouge. Oui, ce que je veux dire, à part ces statistiques que vous voyez là, surtout déjà avec la possession de balle qui était quand même assez bonne pour la Côte d'Ivoire, il faut le dire, pour une équipe féminine à plus de 290 passes, c'est quand même assez important. Mais ce que je vais noter, c'est au niveau des tirs cadrés. Vous avez vu que ils ont fait 6 tirs cadrés, 12 tirs cadrés, et sur les 6 tirs cadrés, ils ont marqué 4 buts. Ça montre quand même que c'est une équipe assez précise déjà. 2 chances créées pour la Côte d'Ivoire contre 4 pour le Burkina Faso qui jouait presque en contre. Hein. C'est paradoxal. Mais le plus important, ce que j'aime, ce que j'affectionne le plus, c'est aussi au niveau des touches à l'intérieur de la surface adverse. Les Ivoiriennes sont arrivées 29 fois contre 11 fois. On comprend très bien que c'est une équipe qui avait presque la maîtrise, sachant déjà que au niveau des passes dans le tiers offensif, la Côte d'Ivoire a fait 55 passes sur 100 tentées pour pouvoir arriver 29 fois dans la surface adverse contre 11 fois, 35 passes sur 61 passes tentées de la part des Burkinabés qui sont arrivés 11 fois seulement. Et vous voyez que quand vous arrivez 11 fois dans la surface adverse, sachant déjà qu'on marque quand même 80% de buts dans la surface, et surtout dans les zones que j'affectionne comme la zone 14 et la zone 17, pour atteindre cette zone-là, il faut arriver avec le ballon. Et là, on note quand même que la Côte d'Ivoire a ce que je voudrais dire et ce que je voudrais insister, c'est que la Côte d'Ivoire a fait une mue. Ils ont limogé le staff qui était là, qui n'a pas pu qualifier ses équipes, et ils ont amené un autre staff, à savoir quelqu'un qui a la maîtrise parfaite du football féminin. Parce que quand vous avez Pedros, qui est quand même vice-champion d'Afrique avec le Maroc, qui n'a pas fait de mauvaises prestations, et qui, on le sait déjà comment il avait travaillé avec l'Olympique Lyonnais, vous voyez qu'il a beaucoup plus d'aura. Ça voudrait dire que les filles comme Rebecca Hello, qui a 31 ans, qui joue quand même à Valence, hein, une professionnelle de cette taille-là,
quand Pedros parle, elle va se raviser parce que Valence n'est pas l'équivalent de Lyon. Parce que pour jouer à Lyon, il faut véritablement être une fille assez capée. Et surtout que la meilleure joueuse actuelle, la Conan, là, elle ne joue qu'à Strasbourg. Donc, quand on vous dit que vous avez un ancien coach de Lyon qui vient vous coacher, ça, c'est pas le même pas que vous avez quand vous avez peut-être la fille ivoirienne qui a aussi beaucoup d'expérience, la femme qui était là avant, qui n'a pas fait de très mauvais résultats, mais quand même qui a mené cette équipe-là. Donc, moi, je voudrais beaucoup plus m'appesantir sur le fait que cette mue ivoirienne est beaucoup plus sur le fait qu'on a choisi un coach de catégorie qui est venu avec une autre discipline et surtout il est vice-champion d'Afrique. C'est que les Ivoiriennes n'ont jamais été vice-championnes d'Afrique. Donc c'est beaucoup de respect pour cet entraîneur. Et vous voyez déjà au niveau de la possession de balle, au niveau des tirs cadrés, au niveau même de la manière de jouer vers le tiers supérieur, on sent quand même que c'est une équipe qui est très bien entraînée. C'est compris. Allez, très rapidement, on va parler des buts qui ont été inscrits dans cette rencontre. Je vous propose de commencer par le premier but qui a été inscrit dès la 7e minute. Tout est parti justement de cette faute de main ou de cette main dans la surface de réparation, main de Traoré. C'est le dorsal 2 de cette équipe du Burkina Faso. Et bien sûr, le milieu de terrain, Hello, a été choisi justement pour mettre ce ballon au fond des filets. Giovanni, est-ce que on se dit que cette gardienne pouvait prendre ce ballon en attendant justement de voir ce penalty qui sera attiré? C'est vrai qu'elle est partie du bon côté. C'est possible de prendre? Oui, elle est partie du bon côté. C'est déjà ça. La première étape, c'est voir le côté où le ballon va basculer. Mais elle n'a pas assez cru. Parce que si elle avait cru avoir choisi le bon côté, je pense qu'elle aurait... Moi, j'ai du même niveau détente. Parce que lorsqu'on voit où le ballon est passé, elle est un peu loin. Est-ce que la détente est assez bonne? Oui, j'y venais. C'est pour ça que je dis, si elle avait cru au côté qu'elle a choisi, je pense qu'elle se serait détendue plus que ce que nous voyons là. Donc là, elle y est allée. Bon, je choisis. Bon, moi, ça me donne le goût d'un choix hasardeux. Parce que lorsqu'on choisit vraiment et qu'on est persuadé, c'est pas cette gestuelle qu'on a. On bondit réellement et quand on voit les matchs, on peut le voir. Lorsque vous voyez l'action, vous voyez quand elle part genre j'ai choisi un côté, je mise sur le côté, mais ce n'est pas. Le ballon n'est même pas très à l'angle, hein. C'est pas collé poteau véritablement. Oui, justement parce qu'elle n'a pas suivi l'action, elle a juste choisi un côté. Je file là-bas. Si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, tant mieux. Mais il faut préciser. Très rapidement, on va passer au deuxième but, très rapidement. Il faut préciser une chose. Oui. Les tirs au but. Il y a 3 compartiments des buts. Vous avez entre le genou et le sol. C'est un compartiment. Entre le genou et l'épaule, 2e compartiment. Entre l'épaule et la transversale, 3e compartiment. Et je vous assure, quand on met entre le genou et le sol, il est difficile pour le gardien d'enrayer. Et c'est des études qui ont été menées. Vous voyez ça, nous on regarde à l'image, mais dans l'action, le ballon qui va là, et elle met de la vitesse. Quand vous voyez le pied d'appui, l'orientation du pied d'appui, c'est une technicienne qui vient frapper. Et vous voyez bien comment elle oriente. Le ballon là, ça va à une vitesse que la gardienne ne peut pas rattraper. Donc, je voulais donner cette précision là, que c'est les compartiments. Si on avait mis entre le genou et l'épaule, je suis sûr qu'elle pouvait enrayer l'action. Alors, je vous propose de rester justement sur le deuxième but de la Côte d'Ivoire. Là, c'est une jeune dame. Elle s'appelle Inès Conan. Je rappelle que dans cette rencontre, elle a pratiquement fait un doublé. On aura l'occasion de revenir sur elle parce qu'elle est finalement femme de match. Et cette passe qui est donnée, le tir qui... c'est vrai que le ballon est donné en plein centre, hein, c'est plein axe. C'est pas comme si c'est sur les côtés. C'est dans l'axe de la gardienne. Comment elle ne réussit pas à prendre finalement? Non, c'est pour ça qu'on parlait de la fébrilité de cette équipe. Je crois que son ventre mou, c'est un peu au niveau de la gardienne. Oui. Parce que ce soit celle qui a commencé ou encore celle qui est venue après le carton rouge, je crois qu'il y a beaucoup de travail à développer. Le ballon est dans son axe, même si ça laisse l'impression qu'il y a touche de la défenseur qui vient
qui essaie de bloquer la frappe. Mais on comprend quand même que la gardienne est dans l'axe. Même si ça est légèrement dévié, elle peut quand même jouer ce ballon. Oh. Elle était trop agitée, à mon sens, et c'est pour ça qu'elle elle a perdu un peu sa lucidité par rapport à certaines actions. Il y a même eu des actions où elle aurait pu encaisser, mais c'est juste parce que quand on va arriver au 4e but là sur le carton rouge, vous allez voir comment une balle en profondeur arrive et traverse. On est encore sur le 2e but. Ce que je voudrais dire, c'est que finalement, c'est Kouassi qui a réussi à donner la passe décisive. Une autre joueuse l'aurait déjà mis au sol depuis, parce que finalement, on voit comment elle avance jusqu'à réussir à donner ce ballon. Non, elle a l'avance sur son vis-à-vis. Donc, elle couvre bien son ballon. Et pendant que tout le monde s'attend à ce qu'elle s'entre dans le petit, au niveau du petit cadre, passe en retrait. Elle met le ballon en retrait. Et vous voyez bien comment la joueuse, celle qui frappe, elle est libérée de tout marquage. Voilà, elle est dans le confort. Par contre, c'est pour ça, cette fébrilité défensive. Vous regardez, celle qui revient maintenant pour chercher à contrer, c'est celle qui est derrière la joueuse, qui devait être là, en ce moment avant la passe. Mais elle accuse un retard. Malheureusement, la défenseuse remonte, mais tardivement, pour pouvoir contrer cette frappe-là. Et peut-être... Oui, Giovanni, allez-y, en attendant qu'on... La position de la gardienne aussi, à ce niveau où le ballon se trouve, elle peut pas faire des pas en avant au lieu de reculer. Je pense que lorsqu'elle a essayé de reculer, c'est ce qui lui a coûté la fermeté du bras. Elle recule pour fermer d'abord l'angle, Giovanni. Elle referme l'angle parce que le ballon est dans son extrême gauche. Sauf qu'au moment où la joueuse fait la frappe, elle revient au lieu de revenir par l'intérieur, donc sur la ligne, puisque ce sont les cages qu'elle défend. Elle revient plutôt comme si elle voulait faire un pas vers le point de pénalty. Pourtant, la passe est faite en 45. C'est pour ça que je disais, je sais pas si elle suit le match ou elle agit par instinct ou décision instantanée. Moi, je pense plutôt que le 2e but est un très beau but. Très beau but. Pourquoi? Parce que accuser quand même la gardienne, c'est un peu aussi... Ça passe entre ses mains. C'est dans son axe. Attendez, je suis en train d'analyser. Allez-y. Vous voyez déjà le centre en retrait de Kouassi vient trouver cette femme, la Conan, dans la zone 17. C'est-à-dire la zone de définition. C'est une zone par excellence. Et surtout, le positionnement de la gardienne, elle fait quand même un pas pour essayer de réduire l'angle. Mais malheureusement, elle est aussi trahie non seulement par sa défense. Parce que normalement, c'est l'autre défenseuse qui vient à ce moment-là, qui devrait plutôt essayer de jouer le contre. Mais là, Conan met aussi le ballon quand même très haut, et ce qui est une faiblesse aussi pour le football féminin, parce que beaucoup de joueuses... Elles ne sont pas de grande taille. Non, elles n'ont pas des très bonnes sorties aériennes. Donc, en fait, c'est non seulement que la gardienne aussi est un peu coupable, mais je mets beaucoup plus ça sur les défenseuses qui n'ont pas. Et surtout le prochain but. Oui. Et surtout le coach devrait déjà, au moment où il voit cette Kouassi là en train d'aller sur le côté, appeler sa défense centrale pour qu'elle puisse être beaucoup plus active. Vous gardez la parole, Bertrand, pour parler justement du prochain but très rapidement et parler justement de ce tir. Et puis c'est encore cette joueuse Inès Conan qui, sur cette balle arrêtée, réussit justement avec ce tir de la tête à mettre le score à 3. On est désormais à 3-0, Bertrand. Oui, 3-0. Je pense que ces Burkinabés, déjà à partir du premier but, elles ont quand même pris un coup. Et c'est ça le problème avec le football féminin, c'est qu'elles sont beaucoup plus affectées psychologiquement au moment où elles étaient quand même en train de vouloir essayer de pousser cette équipe ivoirienne. Mais malheureusement, le premier but vient très tôt. Et le 2e but qui les assomme encore et le 3e but, vous voyez, la gardienne
elle est restée sur place, la défense n'a rien fait, le centre a retraité parfait. C'est en ce moment qu'il faut remporter les duels aériens, côté Burkina Faso. Quand je regarde même, disons, les chiffres, on comprend qu'au niveau des duels aériens, les Burkinabés n'ont pas fait assez. Elles ont perdu tous les duels aériens qu'il y avait. Donc, c'était un très beau but et surtout que c'était un bon développement de la Côte d'Ivoire. Et moi, j'incite, je mets ce dynamisme-là sur le Coach Kizito, on parle, non, traversons, prière, traversons. On a beaucoup à dire dans cette émission. Permettez justement qu'on parle du 4e but de cette équipe de Côte d'Ivoire. Il faut noter que tout est parti sur cette balle arrêtée. Et puis, c'est directement dans les goals. Eh bien, Ouedraogo, cette équipe Ouedraogo, oui, cette équipe de la Côte d'Ivoire qui profite justement de cette balle arrêtée pour inscrire le 4e but de la Côte d'Ivoire. Je suis avec vous. Non, mais simplement parce que c'est toujours les défaillances de la défense. Quand on met un ballon au-dessus de la barrière, comment la barrière ne saute pas, quand vous ne bougez pas pour essayer de diminuer l'angle aérien, vous exposez simplement. Comment on se positionne même, coach? On rappelle justement que le tir, il n'est pas en plein axe, il est bien excentré. Bien sûr. Comment la gardienne se positionne? C'est pour ça que la gardienne ferme le premier poteau, quel que soit l'axe où le ballon se trouve. Ferme le premier poteau et contrôle le deuxième. Elle fait bien le coup. Vous voyez bien que le ballon contourne pour venir se loger derrière la barrière. Donc, c'est une défense, à mon avis, qui est... Quand on... Regardez comment elle se disperse au moment de sauter. Donc, vous êtes dans une barrière, elle ne saute pas au même moment. D'ailleurs, il n'y en a que 2 qui sautent. Il n'y en a que 2 qui sautent. Et c'est là où... Et c'est celle qui ne saute pas, là où ne saute pas, comme loger le ballon. Oui. Donc, dans ces buts, on ne peut pas reprocher la gardienne, parce qu'elle ferme l'angle avec la barrière. Son angle reste de l'autre côté. Si elle avait encaissé de ce côté-là, ça aurait été quand même... C'est compris, et certainement on va dire quoi, la réduction du score pour cette équipe du Burkina Faso, c'est pratiquement en deuxième partie, cette équipe du Burkina Faso qui, sur une belle passe, réussit justement à réduire le score dans cette rencontre. On est parti pratiquement sur un 4-1. L'équipe du Burkina Faso qui n'avait pas dit son dernier mot. Et on voit justement cette belle progression pour cette équipe du Burkina Faso. Ça passe plutôt bien. En une seule touche, elle n'a pas le temps de contrôler le ballon. Et puis c'est le but, Giovanni. Ouais, je pense que le but, c'est juste la récompense de leur mental, parce que elles n'ont pas baissé les bras. Elles ont continué à jouer avec la même intensité, la même combativité. Donc, il était de bon ton qu'elles puissent être récompensées par ce but. C'est une jolie phase de jeu. Elles peuvent faire mieux. Elles peuvent faire mieux. J'aimerais justement qu'on dise un mot sur ce carton rouge inscrit dans cette rencontre. C'est la gardienne de cette équipe du Burkina Faso, malheureusement sortie. On s'est dit, est-ce qu'elle pouvait faire autre chose en ce moment, Bertrandon? Non. Elle anticipe, mais elle est déjà sortie de sa surface de réparation. Oui. Il faut noter justement que sur ce coup, Ouedraogo, elle laisse traîner le pied quand même. On est hors de la surface de réparation. Oui, c'était quand même, c'est ce qu'on a reproché à cette équipe burkinabé depuis un bon bout de temps. Ça voudrait dire que des égarements défensifs. Et surtout, au moment où le ballon arrive là, il faudrait déjà voir le positionnement de toute l'équipe, parce que nous jouons quand même dans un football là où on devrait avoir des gens qui pressent le porteur de balle, des gens qui sont là pour presser peut-être pour essayer d'intercepter les ballons, et surtout que ça n'arrive pas. Et aussi, est-ce que cette gardienne-là a un bon jeu de pied? Est-ce qu'elle pouvait... c'était compliqué. Sinon que l'attaquante ivoirienne joue pratiquement, disons, l'expérience. Elle sait déjà que la gardienne est à terre.
Et elle-même, elle a raté déjà son ballon parce qu'elle pouvait bien marquer, mais elle sent quand même que ça ne peut plus entrer. Elle joue le coup et elle tombe. Et malheureusement, ça va payer cash pour cette équipe du Burkina Faso qui prend un carton rouge dans cette rencontre. Mesdames et messieurs, à votre avis, quel était le moment clé de ce match qui opposait le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire? C'est ce qu'on va savoir. Giovanni, je me tourne vers vous. À votre avis, à quel moment le match a basculé selon vous? À la 7e minute, exactement. Parce que vraiment, encaisser un but à la 7e minute, ça déstabilise beaucoup d'équipes. Et d'autant plus lorsqu'on a un adversaire qui semble plus robuste que nous. Cet avis est partagé par l'ensemble des analystes que nous avons rencontrés. Oh, oui, on pense tous qu'à la 7e minute, oui. Cette faute de main et bien sûr ce penalty a fait pratiquement basculer le jeu. L'équipe de Côte d'Ivoire gagnait en confiance. Par contre, l'équipe du Burkina Faso a perdu un petit quelque chose, Coach Kizito. Peut-être que moi, je vois des choses, je vois ça autrement. Pour moi, ça a basculé au 3e but. Quand vous voyez comment... On est déjà à 3 buts, coach. Oui, je vous assure, il y a des équipes qui buts. peuvent manquer ça à la première minute, mais qui se ressaisissent. Mais quand vous voyez la façon que le 3e but a été tellement... avec une légèreté défensive que... vous voyez même quand vous regardez, avant de relancer le ballon au centre, comment les joueuses étaient, elles ont compris qu'elles ont pris un coup véritable au moral. Parce que le premier but, c'est une erreur de main, on peut encore jouer, mais quand elles ont pris le 3e but, c'est là où ça les a assommés. Mais davantage, il faut que cette équipe travaille sur les réalités de la compétition. C'est compris. Si elle veut la lever. C'est compris. Nous, on a pensé que c'était aussi à la 7e minute, hein, parce que plusieurs personnes non. Une fois avec la faute de main, c'était compliqué. Eh bien, chers messieurs, chères dames, parce qu'on est poussé vers la porte de sortie, on va parler justement de la femme qui, même la compétition, a vu que c'était un point fort dans cette rencontre. Nous ne sommes pas misogynes, mais on va changer bientôt. C'est la femme de match et non l'homme de match. Eh bien, on nous fait savoir que c'est homme avec grand H. Même si on joue une compétition féminine et on peut observer justement sur le petit écran, elle s'appelle Inès Conan, doublée dans cette rencontre qui opposait la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Avec ce doublé, c'est désormais parti Bertrand dans la course au titre de soulier d'or de la compétition. Oui, Conan Inès, 24 ans déjà, elle joue à Strasbourg, elle a marqué 2 buts, elle a tiré 3 fois, 2 tirs cadrés, 2 tirs dans la surface de réparation. Vous voyez qu'elle était très bien positionnée dans la zone 17 pour pouvoir aller remater. 15 sur 18 passes, 2 sur 2 dans le dernier tiers. Un dribble réussi, 9 sur 15 duels gagnés. Donc ça montre quand même que elle a un dribble réussi, 9 sur 15 duels gagnés. Donc ça montre quand même que elle a participé beaucoup dans les phases défensives et elle a récupéré 6 ballons. Donc ça montre que c'est une joueuse qui a impacté véritablement cette rencontre, cette joueuse de Strasbourg, il faut encore le noter. Elle n'était pas très au top parce qu'elle avait marqué dans son championnat 3 buts, une passe décisive pendant tout le championnat, mais on voit qu'elle est en train de trouver une deuxième jeunesse dans cette Coupe d'Afrique et on se dit que ça pourrait porter beaucoup de galons pour la suite de sa carrière. C'est bien pour ça que je vous aime bien, Maître Andon. Merci pour toutes ces informations partagées avec nous ce matin. Il faut noter justement que dans ce groupe B, on a déjà discuté les 2 rencontres. Merci à la réalisation pour ces belles images. Eh bien, vous le disiez il y a un instant, peut-être on pourra revenir une prochaine fois. Cette équipe de Tanzanie qui a surpris l'Afrique du Sud en remportant le duel sur le score de 2-1 et toujours dans ce groupe B. Nous avons bien évidemment le Burkina Faso qui a mordu la poussière. C'était un hold-up, hein?
C'était un hold-up de la part des Tanzaniens. Parce que on dit que le terrain est plat, le ballon est rond. Quand on commence, on a égalité de chance. Dans le déroulement du match, dans la possession de balle, dans les tirs, dans 24 tirs, 9 tirs cadrés de la part des Sud-Africains contre 10 et 5 tirs cadrés de la part de cette équipe tanzanienne. On voit que, et surtout 375 passes, donc elles étaient pratiquement les directrices du match par rapport à cette équipe qui a fait 175 passes. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est pour cela que je suis en train de dire que c'était un hold-up. 24 ballons joués dans la surface de réparation. Une équipe qui travaille grandement et finalement elle se fait arracher la victoire. Pour la Tanzanie, c'était un hold-up. Le syndrome Mourinho. Vous comprenez donc que le syndrome Mourinho est en train de prendre libre cours à l'inspiration du football. Ce n'est pas parce que je possède le ballon, c'est pas parce que j'ai plus de passes. Possession. Et la Tanzanie a marqué vers la fin de la première manche et toujours sur contre et marqué à la 88e minute par la suite. Donc une équipe qui fait l'essentiel. C'est pour ça que moi je disais, quand vous connaissez vos forces et vos faiblesses, vous jouez avec vos moyens. C'est une équipe qui a joué avec ses moyens. Elle a défendu. Elle joue un 3-5-2 avec un libéraux au milieu de terrain. On aura l'occasion de développer ça. Et la libéraux glissait en situation défensive, réglissait à l'axe pour défendre à 4. Non, alors que c'était figé à 3 dans une défense à 3. Et moi, je dois dire pour rajouter que quelque part, l'Afrique du Sud et les gens qui analysent le match du côté de l'Afrique du Sud, vous vous êtes coincés dans l'histoire. Vous êtes entré dans le palmarès de l'Afrique du Sud. Vous n'avez pas regardé la Tanzanie qui n'a que 3 participations contre une Afrique du Sud qui jusqu'ici a toujours été participante de la dernière phase, a été championne, a manqué 5 finales. Mais vous n'êtes pas resté sur l'instant présent pour remarquer que l'Afrique du Sud d'hier n'est pas l'Afrique du Sud d'aujourd'hui qui a 4 joueuses qui évoluent à l'étranger aujourd'hui contre 8 dans les sélections passées. Et la Tanzanie a été plus réaliste et pour moi c'est une victoire méritée. Et dans le classement, permettez, et dans le classement, justement dans ce groupe B, vous avez la Côte d'Ivoire qui est en tête avec 3 points, goal average plus 3 et bien sûr la Tanzanie est deuxième avec 3 points, l'Afrique du Sud pour le moment est 3e, 0 points et bien sûr le bon dernier pour le moment c'est le Burkina Faso qui a mon 3. On aura l'occasion de se projeter sur les prochaines journées en ce qui concerne cette compétition alors qu'on est poussé justement vers la fin de cette émission de post-game sur les antennes de CRTV Sport Entertainment. Bertrand, toujours un plaisir de passer ces moments avec vous. Merci pour toutes ces informations. Et certainement avec le même sourire, on va se retrouver demain pour parler des autres rencontres. Et c'est l'occasion, pourquoi pas, de dire un mot sur les autres rencontres qui vont se disputer. Je rappelle que la CRTV Sport Entertainment, en l'occurrence, a l'occasion de diffuser toutes les rencontres. Et parlant justement des autres rencontres, en ce mardi 28 juillet 2026, on aura droit à la première rencontre qui est diffusée à partir de 18h. C'est bien évidemment la Zambie qui va jouer contre l'Égypte. Et bien sûr, à 21h, le Nigeria va croiser le Malawi. Voilà, justement, pour les matchs à suivre sur nos antennes. Bertrand, c'était un plaisir. Je le redis encore. Un plaisir. Côte Kizito et Lundo. Très partagé et au plaisir de ceux qui nous font honneur, de nos téléspectateurs, à qui on dit le meilleur est encore à venir. Le meilleur est à venir. On pourrait passer une journée à parler justement de sport, que ça ne finirait pas. Giovanni Asséné, c'était un plaisir de vous avoir ce matin. C'était également un plaisir pour moi de répondre présente ici, surtout à côté des chiffres très précis. Le docteur Stat. Ouais. Allez, merci à vous qui nous avez regardé. On va remercier la grande équipe de Postgame tenue des mains de maître par monsieur Brice Minko. Merci certainement à Gabriel Elon et la grande équipe. Je pense à Gaël Faram et tout le reste. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous. Restez en compagnie de programmes de CRTV Sport Entertainment. Venez, vivez.